C'est un plaisir aujourd'hui de vous parler en tant que chercheur et professeur universitaire d'une cellule cancéreuse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette cellule qui normalement était saine au sein de l'organisme et qui décide d'aller en rébellion contre le corps et de devenir cancéreuse. Donc, mon nom, c'est Al-Bashir Afar. Je suis professeur à l'Université de Montréal. Je suis chercheur au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je fais partie aussi de l'unité multidisciplinaire du sarcome de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et je fais aussi partie du réseau sarcome du Québec qui a été nouvellement créé dans un but de faire une coalition québécoise pour combattre le cancer et en particulier le sarcome. Je vais commencer par vous dire que le corps humain, c'est bien évidemment euh, un organisme vivant qui est extrêmement complexe et on peut le considérer comme une machine splendide qui est le fruit de millions d'années d'évolution. On y retrouve un cerveau, un centre de contrôle, des poumons pour apporter l'oxygène, un cœur pour pomper le sang, un estomac pour transformer les aliments, des intestins pour absorber les nutriments, le foie et les reins pour filtrer, transformer des molécules au sein de notre corps, des muscles et de l'os pour assurer le mouvement et assurer avoir une charpente pour cet organisme. Donc, cet organisme est complexe, autonome, capable de s'auto-réparer, capable de s'adapter. Il est doté de capacités de résilience, de conscience et d'intelligence, et aussi la capacité de se reproduire, bien évidemment, pour donner d'autres petites machines. À l'intérieur de cet organisme, comme je l'ai mentionné, il y a des organes avec des fonctions spécifiques et aussi il y a une coalition et un partage des fonctions, des tâches par ces organes. Ils vont échanger des signaux. On parle par exemple d'hormones, de molécules chimiques qui vont être échangées entre ces organes. Il y a des échanges de nutriments, d'oxygène, partage d'informations et de signaux d'alerte. Ils vont euh, gérer ensemble les ressources et les déchets. Donc, il y a une synergie. Il y a de l'entraide pour assurer le bon fonctionnement de cet organisme. Au sein de chaque organe qui compose donc cet organisme, on va trouver des cellules. Et ces cellules sont spécialisées. On va trouver des cellules nerveuses qu'on appelle les neurones qui vont être au niveau du cerveau. Donc, si on fait une analogie par rapport au fonctionnement de ces cellules, par exemple, par rapport à une ville, quand on parle de neurones, on peut parler de gouvernance, on peut parler de l'appareil municipal de la ville. Il y a des cellules endothéliales qu'on appelle qui vont composer nos vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins sont des autoroutes, comme au niveau de la ville, pour assurer le transport. Les globules rouges au niveau du sang, c'est des camions de transport de gaz. Les adipocytes qui forment le tissu adipeux, le tissu gras au niveau de notre organisme, sont des structures qui vont permettre l'entreposage des nutriments sous forme de gras. Les cellules musculaires qui servent pour le mouvement. On peut parler dans une ville d'ouvriers qui vont assurer différentes fonctions au niveau de la ville. Les lymphocytes, quand on appelle, qui font partie du système immunitaire, ils vont assurer la défense du corps contre les corps étrangers. On parle de police et de pompiers dans une ville. Les macrophages,
qu'on appelle, ce sont des cellules qui vont recycler. Elles vont assurer le recyclage des déchets, des cellules mortes, par exemple, au niveau du corps. Donc, ce sont comme des services de nettoyage dans une ville. Les cellules souches qui vont assurer le renouvellement des organes. C'est comme si ce sont des élèves en formation, c'est euh, des cellules qui sont en apprentissage pour se spécialiser et un peu pour assurer la relève. Donc, ces cellules vont jouer des rôles très, très importants dans le fonctionnement des organes et dans le fonctionnement de l'organisme en entier. Et là, je vais vous poser une petite question et vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que vous voyez un petit point noir à l'intérieur du cercle rouge? Vous pouvez répondre oui ou non. Un petit point noir à l'intérieur du cercle rouge. Non. Dites-vous qu'il y a un petit point noir et que ce petit point noir, il est à la taille d'une cellule, mais vous ne le voyez pas. Maintenant, je vais agrandir de 10 fois et je vais vous poser encore la même question. Est-ce que vous voyez un petit point noir à l'intérieur du cercle rouge? OK, parfait. Vous arrivez à le voir. Donc, dites-vous que c'est l'équivalent d'une cellule, mais c'est agrandi de 10 fois. Une autre façon de comparer la taille d'une cellule par rapport à quelque chose qu'on connaît, ici, je vous présente un grain de café moulu qui agrandit énormément. Donc, une cellule, c'est à peu près 25 fois moins la taille d'un petit grain de café moulu. Donc, une cellule, c'est extrêmement petit, presque invisible. Mais cette cellule qui est presque invisible est une unité vivante qui est extrêmement complexe. C'est une autre machine splendide qui est le fruit de millions d'années d'évolution et qui est extrêmement complexe et qui contient ce qu'on appelle des organites. Et on peut faire une analogie entre les organites de cette cellule infiniment petite avec les organes de notre organisme. On peut retrouver ce qu'on appelle des mitochondries, qui sont les unités qui vont produire l'énergie. On peut les comparer à un muscle. On va retrouver la membrane plasmique qui fait le tour de la cellule. On peut la comparer à la peau de notre corps. On va trouver ce qu'on appelle le cytosquelette. Il y a le mot squelette là-dedans. Donc, il permet d'assurer une charpente, si on veut, pour la cellule. Et on peut comparer ça au squelette de notre organisme. On va retrouver ce qu'on appelle le cytoplasme. C'est un liquide qui peut être comparé au sang de notre corps. Bref, dans une cellule, on peut trouver énormément d'organites qui permettent à cette cellule de bien fonctionner au sein de l'organisme et au sein de chaque organe. Et là encore, je vais vous poser une petite question. À votre avis, nous avons combien de cellules dans notre corps? Est-ce que c'est 30 millions, 30 milliards, 30 000 milliards ou 300 000 milliards, étant donné la taille infiniment petite d'une cellule? C'est vrai que on peut ne pas deviner exactement le chiffre et puis on peut avoir un ordre de grandeur, mais nombre d'entre vous ont répondu C. On a 30 000 milliards de cellules dans notre corps.
Et si on fait encore une analogie entre la taille d'une cellule par rapport à un grain de sable, le nombre de cellules, c'est 30 000 milliards de cellules dans le corps humain, on peut remplir une vingtaine de camions bennes. Donc, on a énormément de cellules dans notre corps. Et malheureusement, toutes ces cellules ont le potentiel de devenir cancéreuses et donner naissance à une tumeur. Mais je dois vous rassurer que la nature a quand même bien fait les choses et on a été protégé contre le cancer. Ce n'est pas toutes nos cellules qui vont faire le cancer, mais néanmoins, comme on a énormément de cellules dans notre corps, on a un bon potentiel qu'une cellule quelconque, à un moment donné, peut aboutir à une cellule cancéreuse. Une cellule, c'est fascinant. C'est encore une fois une machine extraordinaire qui a été l'objet de plus de 2 siècles de découvertes scientifiques qui ont impliqué plus d'une centaine de milliers de chercheurs avec plus de 8 millions de publications scientifiques, en sachant que chaque publication scientifique prend des années pour l'aboutissement. Donc, on réalise que notre apprentissage sur les cellules et comment elles marchent, c'est le fruit de travail de génération sur des siècles. J'aime bien poser les questions parce que je suis un professeur universitaire et donc je vais vous poser encore d'autres questions. Quelles sont les caractéristiques d'une cellule? A, invisible ou presque invisible à l'œil nu. B, aussi complexe que le corps humain. C, une cellule peut assurer des fonctions spécifiques. D, toutes ces réponses. Donc, toutes ces réponses. Maintenant, à l'intérieur de cette cellule, on a ce qu'on appelle les gènes. Vous avez entendu parler de gènes, de génome, de code génétique, d'ADN et d'hérédité. Donc, c'est quoi exactement? C'est 4 petites molécules chimiques qu'on appelle adénine pour A, thymine pour T, guanine pour G et cytosine pour C. Et on va faire un alphabet avec ces 4 lettres, A, T, G, C, et ils vont être en paire au niveau de cet ADN. Donc, A va aller avec T, G peut aller avec C, et ça continue comme ça sur 3,2 milliards de paires de bases. C'est extrêmement long comme alphabet, et ce code qu'on appelle le code génétique, il est spécifique à chaque personne. Chaque personne a son code génétique, bien qu'on partage une grande partie de ce code, bien qu'on a des ressemblances au niveau de beaucoup de parties de ce génome, on a quand même des spécificités pour chacun au niveau de ce code génétique. Maintenant, ce code génétique, si on le met à l'échelle, c'est 3,2 milliards de bases, ça va nous faire 2 mètres d'ADN. Et la question, comment mettre 2 mètres d'ADN dans une cellule qui est presque invisible? Rappelez-vous, la petite cellule, là je l'ai agrandie pour que vous puissiez voir le petit point noir, mais normalement c'est invisible. Comment on peut mettre 2 mètres d'ADN? Donc on va enrouler ça comme il faut. On va enrouler et super enrouler pour que tout cet ADN puisse s'organiser et rentrer dans cette cellule. Les 3,2 milliards d'ADN, rappelez-vous, de l'alphabet,
donc on a dit 3,2 milliards. Si on considère ça comme des caractères d'alphabet, on a de quoi faire 20 000 livres. L'humain, notre alphabet d'ADN, notre génome, nos gènes, on a de quoi écrire 20 000 livres. Et chaque livre, c'est un gène, et chaque gène contient un message unique. Chaque gène a une histoire à raconter. Et rappelez-vous encore, tout ça doit s'organiser à l'intérieur d'une cellule presque invisible à l'œil nu. Mais est-ce que les gènes expliquent tout? Est-ce que c'est uniquement une question de nombre de gènes? Si on prend le blé ou le riz ou la tomate qu'on apprécie bien dans une salade, le blé a 100 000 gènes, le riz et la tomate ont 40 000 gènes. Nous, les êtres humains, que ce soit Einstein ou Marie Curie ou Obama, qui sont des gens extrêmement intelligents, ils ont uniquement 20 000 gènes. Donc, ce n'est pas uniquement le nombre de gènes qui va faire notre complexité. Il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est bien faire, mais avec peu. On peut avoir peu de gènes, mais on sait, nous, les êtres humains, comment les faire travailler ensemble. Je fais une analogie ici avec le travail d'équipe. On peut être très peu, travailler en équipe et être plus performant que nombreux qui travaillent de manière individuelle et qui interagissent moins et qui vont avoir moins d'aboutissement parce qu'ils n'arrivent pas à exploiter l'intelligence collective. Donc, nos gènes, les 20 000 gènes chez l'humain, ils sont bien exploités parce qu'on arrive à les faire marcher ensemble. On arrive à les faire travailler ensemble de manière optimale. Cet ADN, ces gènes, ils vont se copier. On appelle ça réplication. Quand on parle de réplication, on parle de copier notre matériel génétique. Donc, on a par exemple une séquence, on appelle ça une séquence ici, un code, qu'on va, à chaque fois qu'une cellule veut donner naissance à deux cellules filles, en se multipliant, on va générer exactement les mêmes séquences. Donc, c'est exactement un processus de copier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une cellule, en à peu près 3 heures, elle peut copier, elle peut répliquer les 3,2 milliards de bases de notre génome, et ce, de manière fidèle. Si je reviens à l'histoire des livres et des 20 000 livres, ben ceci correspond à copier 20 000 livres en 3 heures, un livre par seconde, et les copier de manière fidèle et sans erreur. Donc ça, c'est la capacité de nos cellules à copier leur matériel génétique quand ils donnent naissance à d'autres cellules. Ce qui est associé, par exemple, à la croissance des organes. Quand un organe est en train de se croître, quand un enfant est en train de grandir, ces cellules vont se multiplier. Elles vont donner naissance à d'autres cellules filles qui vont avoir le même matériel génétique qui s'est répliqué. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gènes? Rappelez-vous encore que les gènes, c'est un code génétique, c'est de l'ADN. Et ces gènes, on va les utiliser pour faire ce qu'on appelle l'ARN. Et l'ARN, on va l'utiliser pour faire ce qu'on appelle les protéines. C'est ce qu'on appelle le dogme de la génétique. Rappelez-vous, durant la période du COVID,
on nous a parlé beaucoup des vaccins à base d'ARN. Alors, ces vaccins à base d'ARN, c'est cette petite molécule d'ARN qui va donner une protéine. Et l'ARN, il vient du gène. Donc, cet ARN qui se transforme en protéine, la protéine, elle, au niveau d'une cellule, ici, ce cercle représente une cellule et différentes protéines. Les protéines vont, elles, assurer les fonctions. Donc, les vrais ouvriers à l'intérieur de la cellule, ce ne sont pas les gènes. Les gènes, ils sont porteurs d'un code génétique. Les vrais travailleurs à l'intérieur d'une cellule, c'est les protéines. Les protéines assurent la fonction de transport, de signaler, de réparer, de défendre, de structurer, de protéger. Elles font tout à l'intérieur d'une cellule. Encore une question pour vous. Quelle affirmation est vraie? A. Les gènes sont faits d'ADN. L'ADN utilise 4 lettres. A, T, G, C pour adénine, thymine, guanine, cytosine. Les gènes aident à fabriquer les protéines. Les protéines sont les ouvrières de la cellule. D, E, toutes ces réponses. OK? Je vois beaucoup de E, bonne réponse, toutes ces fonctions. Quelques leçons que la biologie nous a enseignées. C'est que petit n'est pas nécessairement insignifiant. L'intelligence collective est plus importante que l'intelligence individuelle et que c'est important de propager l'information de manière fidèle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule cancéreuse? Cette cellule qui était saine, qui cohabitait avec les autres cellules au sein de l'organe, au sein de l'organisme, et qui malheureusement décide de devenir cancéreuse. Je dois vous rassurer qu'on a énormément de mécanismes de protection pour empêcher que les cellules deviennent cancéreuses. Mais néanmoins, certaines cellules échappent à ces mécanismes. Premièrement, quand une cellule que je représente ici a des dommages, des défauts quelconques, elle va arrêter de proliférer. Elle va arrêter de donner naissance à d'autres cellules. Et elle va prendre le temps de réparer ces dommages avant de reprendre la division cellulaire. Comme vous voyez ici, la personne qui répare sa voiture avant de reprendre la route. Et ce mécanisme de réparation, c'est quoi exactement? C'est que au niveau de cette cellule, les petites protéines qui font le travail à l'intérieur de la cellule, ils vont détecter les dommages, ils vont les signaler et ils vont donner la permission à d'autres protéines de faire les réparations. Et ce n'est pas pour rien qu'on a donné tout un prix Nobel à 3 chercheurs qui ont identifié ces mécanismes de réparation à l'intérieur de la cellule, Thomas Lindahl, Paul Modrich et Aziz Shankar, qui ont eu le prix Nobel en 2015 parce qu'ils ont mis en évidence que les cellules ont des mécanismes pour réparer avec des outils bien particuliers l'ADN de leurs cellules et que aussi c'est un mécanisme qui nous protège contre le cancer. Une cellule cancéreuse échappe à ce qu'on appelle les points de contrôle ou checkpoints. Et même s'il y a des dommages au niveau de la cellule, elle va continuer
à proliférer et donner naissance à une tumeur, à un cancer. Elle refuse de s'arrêter et de prendre le temps de réparer et elle devient cancéreuse, elle continue sa prolifération. Une cellule cancéreuse n'arrive pas à réparer de manière adéquate son ADN. Elle va introduire ce qu'on appelle des mutations. Quand vous entendez le mot mutation au niveau de l'ADN, on parle de ce qu'on appelle une substitution. Ça veut dire que l'alphabet de l'ADN a été changé. On peut parler de délétion, qui sont des pertes. On va perdre quelques morceaux de cet alphabet. On peut parler d'insertion. On va avoir, comme dans un livre, on va introduire un mot qui n'a pas rapport avec la phrase. C'est ce qu'on appelle une insertion. Une délétion, dans un livre, on enlève des mots d'une phrase. La phrase perd son sens. Donc, la cellule cancéreuse, parce qu'elle ne sait pas faire une réparation adéquate de son ADN, elle va avoir ce qu'on appelle des mutations. Une cellule normale peut mourir à un moment donné de sa vie et c'est ce qu'on appelle la mort cellulaire programmée. C'est un mécanisme de suicide. Une cellule peut se suicider au sein d'un organe, au sein de l'organisme. Toutes les cellules du corps ont plus ou moins signé un contrat, si on veut, que chaque cellule peut éventuellement, par altruisme, si on veut, se suicider au profit de l'organe et de l'organisme et de ne pas former un cancer qui peut endommager un organe et être létal pour l'organisme. Une cellule cancéreuse ne fait pas d'apoptose ou elle cherche à ne pas faire cette apoptose, elle refuse de mourir et elle continue à proliférer de manière incontrôlée pour faire une tumeur. Une cellule normale peut rentrer en vieillissement et c'est ce qu'on appelle une sénescence. Donc, les cellules de notre corps ont une capacité de prolifération limitée et elles vont éventuellement aller en sénescence, en vieillissement, et c'est un mécanisme qui va nous protéger contre le cancer. Les cellules cancéreuses refusent d'aller en sénescence, refusent de vieillir, elles vont échapper à ces mécanismes de vieillissement et elles vont continuer à proliférer de manière incontrôlée et aboutir à une tumeur. Une cellule normale peut se faire reconnaître par le système immunitaire. Notre propre système de défense peut détecter une cellule qui est malade, une cellule qui ne fonctionne pas de manière appropriée pour éventuellement l'éliminer et de l'enlever de la circulation. Et les cellules normales savent réagir, savent signaler un mauvais fonctionnement aux cellules du système immunitaire pour se faire éliminer. Malheureusement, les cellules cancéreuses deviennent invisibles au système immunitaire. Elles contournent les mécanismes, comme le montre ici cette image avec l'insecte qui est camouflé ici au niveau de la plante. Elles deviennent invisibles, elles ne veulent pas être détectées par le système immunitaire pour être éliminées et elles vont continuer à proliférer de manière inappropriée. Une cellule normale est organisée au sein d'un organe. Il y a une structure
qu'on appelle par exemple ici épithélium, ce qui veut dire que les cellules se mettent les unes à côté de l'autre pour former une structure, et cette structure va assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Les cellules sont adjacentes les unes aux autres et elles vont assurer une fonction bien spécifique. Les cellules cancéreuses deviennent anarchiques et refusent d'assurer leur rôle au niveau de la structure, et elles commencent même à échapper et à vouloir s'évader et aller à d'autres endroits. C'est ce qu'on appelle les métastases. Vous avez entendu parler des métastases. Quand une cellule quitte son endroit de départ et elle va vouloir aller peupler d'autres endroits, proliférer encore et donner des tumeurs. Donc, en conclusion, une cellule cancéreuse refuse la coexistence et la vie sociale, elle n'accepte pas les règles, elle rentre en rébellion contre le corps, des actions imprévisibles, un peu égocentriques et refuse encore la cohabitation, prolifère sans limite et arrive à corrompre sa descendance qui porte le même matériel génétique qui est modifié. Elle perd son engagement de travailler et de se sacrifier si nécessaire pour les autres. Elle se déguise et devient introuvable aux autorités qui sont le système immunitaire et elle cherche à s'évader et à conquérir d'autres endroits en donnant naissance à des métastases et à d'autres tumeurs qui vont malheureusement finir par tuer le patient. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la lutte contre le cancer. Parce que depuis les dernières décennies, on a compris beaucoup sur les cellules cancéreuses. On arrive à mieux les détecter et de manière beaucoup plus précoce, de manière beaucoup plus précise. On arrive aussi à mieux classifier les différentes sortes de cancers. On parle de stratification parce que on sait qu'est-ce qui ne marche pas à l'intérieur de ces cellules cancéreuses. On arrive aussi à faire des suivis et détection des rechutes parce qu'on a des outils moléculaires pour suivre ces cellules cancéreuses. Au niveau des traitements, on a maintenant des thérapies ciblées qui sont plus efficaces, bien qu'elles ne s'appliquent pas à tous les cancers. Les chercheurs à travers le monde travaillent fort pour raffiner ces thérapies, pour combattre la résistance et les rechutes. Quand on traite un patient, puis il y a des rechutes, on essaie de comprendre pourquoi il y a des rechutes, c'est quoi les changements qui ont été faits au niveau de ces cellules pour qu'on puisse encore traiter. On arrive à tourner le système immunitaire contre les cellules cancéreuses. On arrive à utiliser nos propres systèmes de défense pour traiter les cancers. On parle, vous avez sûrement entendu parler d'immunothérapie, qui est un outil, un ensemble d'outils qui consiste à utiliser notre système immunitaire, le modifier pour tuer les cellules cancéreuses. On est aussi à l'ère de la médecine personnalisée parce qu'on connaît mieux le profil génétique et moléculaire des patients et on va savoir à quel traitement va mieux correspondre aux patients en question. On parle aussi de nouveaux médicaments et de nouvelles cibles. On appelle ça des cibles thérapeutiques ou des vulnérabilités de ces cellules cancéreuses. Parce que bien que ces cellules cancéreuses sont corrompues, elles prolifèrent sans cesse et elles cherchent à peupler d'autres organes, elles ont aussi des vulnérabilités, et heureusement,
qu'on va pouvoir cibler et qu'on cherche à cibler pour combattre les cellules cancéreuses. La question concerne l'immunothérapie du cancer, concerne les cellules cancéreuses qui deviennent invisibles à ces cellules immunitaires et qui peuvent ne pas, par conséquent, les éliminer. Il y a beaucoup d'efforts pour identifier ces mécanismes de résistance des cellules cancéreuses, ces mécanismes de camouflage qui se passent au niveau de ce qu'on appelle la membrane de la cellule. La membrane de la cellule va exprimer, va mettre au niveau de la membrane des signaux pour que les cellules immunitaires puissent détecter, en principe, les cellules cancéreuses, manipulent un peu, si on veut, ces signaux et empêchent le système immunitaire d'agir. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, que ce soit au niveau des cellules cancéreuses, que ce soit au niveau des cellules immunitaires, pour permettre une meilleure reconnaissance. Donc, on va chercher, par exemple, au niveau des cellules cancéreuses, si elles ont des signaux bien spécifiques qu'on peut exploiter pour fabriquer au laboratoire des cellules immunitaires qui vont pouvoir les cibler. Et au même moment, on va travailler sur les cellules immunitaires en les modifiant et en leur donnant l'habilité de reconnaître les cellules cancéreuses. Alors, la question est en rapport avec un cancer hormonal. Bien évidemment, il y a différentes sortes de cancers. Il y a des cancers qu'on va appeler hormonodépendants parce qu'ils dépendent justement des hormones pour leur propre prolifération et survie. Il y a des cancers qui ne sont pas hormonodépendants, donc qui vont dépendre d'autres changements ou d'autres signaux pour leur survie. Donc, en ce qui concerne les traitements, bien évidemment, quand on connaît le profil génétique et moléculaire de la cellule et on sait quels gènes sont modifiés, quels gènes sont mutés, quel organe est concerné, c'est quoi la dépendance par rapport aux hormones, quand on parle par exemple de cancer de la prostate ou cancer de l'ovaire ou autre, au cancer du sein. Donc, on va essayer de cibler par des petites molécules chimiques ces signaux qui vont promouvoir, si on veut, la survie des cellules cancéreuses. Donc, juste pour reprendre la question, on parle du lien entre l'inflammation, que ce soit au niveau du poumon ou que ce soit au niveau d'autres organes, et le cancer. Il est connu qu'il y a un lien entre l'inflammation, qui est un environnement, je dirais, défavorable pour un tissu ou un organe. On recrute des cellules immunitaires. Il y a des cellules qui sont des processus de réparation, si on veut. Puis, il y a aussi des molécules qui peuvent avoir un effet cancéreux. Donc, il est connu que l'inflammation peut promouvoir le développement du cancer. En tant que chercheur, il y a des questions qui sont spécifiquement, qui peuvent être très spécifiques pour un médecin, mais je vais faire de mon mieux pour répondre par rapport à mes connaissances. Les macrophages, c'est effectivement, donc la question est sur les macrophages et leur habilité de nettoyer dans le corps et au niveau des organes. Et si on les retrouve à un endroit quelconque, ben, c'est pour signaler qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est parce qu'il y a des dommages au niveau de l'organe en question, parce qu'il y a des déchets qui sont produits. C'est pour ça qu'on va appeler les macrophages et qui sont dans le processus de nettoyer. Donc, si, par exemple, on fait des lavages quelconques et on retrouve beaucoup de macrophages, ben ça va indiquer que le tissu en question, il y a une inflammation, il y a des dommages et qu'il est probablement en réparation. Donc, ça peut être en quelque sorte
un moyen pour donner une indication sur l'état d'un tissu ou d'un organe. Donc, la question est à propos de cellules cancéreuses du poumon et par rapport à la progression des cellules cancéreuses et leur prolifération de manière générale. On connaît que les cellules cancéreuses ne prolifèrent pas de la même façon. Donc, il y a certains cancers où on peut avoir une prolifération beaucoup plus agressive, beaucoup plus rapide et du coup, malheureusement, fatale si on n'arrive pas à traiter de manière appropriée. Puis, il y a d'autres cancers où la prolifération est beaucoup plus longue et aussi par rapport au temps de latence jusqu'à la déclaration du cancer. Donc, puis on sait que le cancer, pour développer un cancer, ça prend beaucoup d'étapes. Donc, beaucoup de changements qui se suivent et des fois, ça peut prendre une dizaine ou une quinzaine d'années de changements avant de développer un cancer qui devient la grosse tumeur qu'on va avoir, on va exciser à la clinique par le docteur. Donc, les cancers sont différents. Il y a des cancers qui prolifèrent beaucoup plus rapidement, ils sont beaucoup plus agressifs. Il y a des cancers qui sont beaucoup plus longs, ça prend beaucoup plus de temps. Et ceci correspond aux gènes qui sont touchés. Les gènes qui sont touchés ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand j'ai parlé des 20 000 gènes, chaque cancer va avoir un certain nombre de gènes qui vont être modifiés. Puis aussi, l'endroit au niveau du corps, l'endroit aussi joue un rôle important dans cette progression du cancer. L'âge a-t-il un impact sur la progression d'un cancer? On dit souvent que le cancer, c'est une maladie de l'âge, parce que plus on vieillit, et puis on a énormément de cellules, rappelez-vous, on a 30 000 milliards, et ces 30 000 milliards ont en principe tout le potentiel de donner naissance à des cellules cancéreuses. Et donc, il y a une question de probabilité, de chance. Donc, plus on vit, plus nos 30 000 milliards de cellules peuvent donner naissance éventuellement à un cancer. Par rapport à la progression du cancer en soi, on sait qu'il y a des cancers très agressifs qui peuvent être chez les jeunes, comme ils peuvent être chez les personnes âgées. Donc, ceci va dépendre des gènes, les 20 000 gènes. Il y a des gènes, les gènes en question qui sont impliqués vont faire que la progression peut être rapide comme elle peut être lente. Donc, dépendamment des gènes qui sont touchés, la progression, on sait qu'il y a par exemple chez les enfants, malheureusement, il y a certains gènes que quand ils sont modifiés, la progression peut être rapide, très rapide. Et chez les personnes âgées, on sait que pour certains cancers, la progression peut aussi être rapide. Donc, les gènes impliqués, les gènes qui sont modifiés vont jouer beaucoup dans la progression du cancer. OK, la question, vous avez parlé de mutation de la cellule. L'une de mes amies est sous traitement présentement. On lui a parlé de PIK3CA. De quoi est-il? Question. Il s'agit en fait d'un gène qui est impliqué dans la biologie de la cellule, dans la prolifération de la cellule qui normalement va marcher de manière normale. Et quand il y a des changements au niveau de ces gènes, les cellules vont acquérir une capacité de proliférer plus rapidement et avec des changements qui vont toucher aussi d'autres gènes, on va accumuler des changements au niveau de 3 ou 4 gènes qui sont des gènes qu'on appelle suppresseurs de tumeurs
Il y a aussi des gènes qui sont des oncogènes, on appelle. Donc, quand on a ces changements au niveau de ces gènes, les gènes qu'on appelle oncogènes, c'est des gènes, ils vont gagner en fonction. Par contre, les gènes suppresseurs de tumeur, ils vont perdre en fonction au niveau du cancer. C'est la combinaison de ce gène et d'autres gènes qui vont faire qu'on va avoir une progression cancéreuse. Et puis votre question concerne une masse au niveau du rein qui est sous surveillance. Et votre questionnement, est-ce que cette masse, elle va rester stable? Est-ce qu'elle peut régresser? Et puis on veut pas d'autres scénarios. Et puis euh, malheureusement, je ne vais pas vous répondre d'une manière définitive à cette question parce que je ne fais pas ce genre de suivi à l'hôpital au niveau et puis en particulier au niveau du rein. Mais tout ce que je peux vous dire de manière beaucoup plus générale, c'est que une masse quelconque, elle est toujours en lutte avec le corps pour sa propre survie. Donc, cette masse, en fait, quand on a une masse, ça peut être une masse bénigne, ça peut être une petite masse, il y aurait beaucoup de scénarios, dépendamment du degré de changement génétique au niveau de cette masse. Est-ce qu'elle va évoluer en cancer? Est-ce que ce cancer va être agressif? Est-ce qu'elle va tout simplement stagner? Est-ce qu'elle va éventuellement régresser? Je n'ai pas de chiffres, malheureusement, pour vous dire une réponse, mais je peux imaginer qu'il y a beaucoup de scénarios qui peuvent être possibles pour une masse au niveau d'un organe ou un autre. Donc, même étant comme masse cancéreuse, les médecins, avec le profil génétique, avec ce qu'ils ont identifié comme changement génétique, par rapport aussi à la pathologie de cette petite masse, ils ont pris une biopsie. Je pense qu'ils vont être plus en mesure d'avoir, par rapport à tous les cas précédents concernant des masses similaires, c'est quoi le pronostic, si on veut, pour cette masse. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse, je ne peux que vous donner une réponse générale par rapport à ce que je fais en recherche en oncologie. Il s'agit d'une excellente question. Peut-on agir sur l'hygiène par nous-mêmes, alimentation ou autre? Il est clair que la prévention reste un excellent moyen de lutter contre le cancer, un mode de vie sain qui est loin de tout agent potentiellement cancéreux va assurer, va permettre qu'on a une prévention contre le cancer. Donc, il y a des éléments qu'on appelle modifiables qu'on peut modifier, qu'on a la capacité de modifier pour assurer une prévention contre le cancer. Malheureusement, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, notre propre métabolisme, notre organisme, il est toujours en train de lutter contre, même au niveau de notre organisme, au niveau de ce qu'on appelle notre métabolisme, des choses qui peuvent inculquer des dommages au niveau de cet ADN, au niveau de nos gènes, mais définitivement, le style de vie, la prise alimentaire, la prévention, l'exercice, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour prévenir avant même que ces gènes deviennent modifiés. Merci beaucoup. Merci tout le Merci monde. beaucoup.